Donc bonjour à tous. Euh, Moi je suis Michael Herbel, je suis un des associés Melsion. J'ai rejoint Melsion il y a une petite année, officiellement. Je ne vais pas vous faire de présentation, je vais vous présenter le prochain intervenant. Donc le prochain intervenant, c'est le docteur Gilles Lecupre, si vous voulez bien me rejoindre. Donc le docteur Lecupre est docteur en histoire. Sa spécialité, c'est le Moyen-Âge. Et il enseigne à l'Université catholique de Louvain. En tant que chercheur, vous vous intéressez beaucoup à l'histoire politique. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de... Je vous remercie. La folie des rois médiévaux, je pense que ça va vous dépayser un petit peu. Et en même temps, je vais vous parler de dirigeants, finalement, même si ils sont sur un autre style. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, et en particulier messieurs Herbel, Ordonneau et madame Bréau, qui ont assuré le suivi de ma venue ici, et puis qui ont eu l'audace de me contacter, tout simplement. Alors, c'est un sujet avec lequel j'imagine vous êtes assez peu familiarisé, et je pense que malgré tout, il y aura des connexions possibles avec l'actualité, avec vos préoccupations, je pense, malgré tout. Alors, la période qui est la mienne, ma période fétiche, c'est celle des 14e et 15e siècles, donc l'extrême fin du Moyen-Âge. J'enseigne aussi, et je dirige des thèses, etc., sur la Renaissance, donc la période juste après. C'est une période globalement d'affirmation monarchique. On a parlé même de genèse de l'État moderne en matière de justice, de guerre, de fiscalité, de législation, etc. Le pouvoir du roi se renforce tout simplement, le pouvoir de l'État se crée. Tout ça crée une sorte de contraste un petit peu, disons, déstabilisant entre les responsabilités écrasantes qui sont celles du roi ou du prince, et l'humanité foncière des souverains, qui se traduit par ce que moi j'ai appelé le concept de fragilité du prince. C'est ça ma marotte en termes de recherche, qui se trouve au milieu d'un maelstrom de désirs catégoriels qui partent dans tous les sens, alors qu'il s'agisse de l'Église, de la noblesse, de sa propre famille, de minorités au sein des territoires, etc., etc. Il y a beaucoup d'attentes autour de sa personne. Il est considéré comme un acteur tout-puissant, même peut-être un peu providentiel, sacré, vous le savez, dans une certaine mesure, dans certains espaces. En même temps, c'est un totem dont s'emparent les partis politiques. La vie politique médiévale est beaucoup plus dynamique et mouvante qu'on ne peut souvent le croire. Parmi les situations de fragilité, le dérangement mental n'est pas rare, et particulièrement, vous en doutez bien, avec l'avènement de la succession dynastique et surtout la consanguinité qui s'ensuit, puisqu'on se marie entre cousins, et ça finit par avoir des effets génétiques un petit peu indésirables. Je vous avais montré sur cette belle image, cette belle enluminure, une image de la concentration des pouvoirs et puis du haut degré symbolique du pouvoir entre les mains du roi. Ici, c'est Philippe le Bel qui reçoit l'hommage de son homologue anglais, Édouard Ier. En théorie, la question de la folie et la folie du gouvernant, la folie du dirigeant, du prince, est vite réglée. Alors, je voudrais citer Nicole Orem. Alors, Nicole, c'est pas une femme, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est une variante de Nicolas. Un penseur, un traducteur, un membre de l'équipe d'intellectuels autour du roi Charles V, dans le deuxième tiers du XIVe siècle. Quelqu'un à qui on doit beaucoup, quelqu'un à qui vous et moi on doit beaucoup, puisque en tant que traducteur et penseur, philosophe, il a enrichi la langue française à tel point qu'aujourd'hui, 4 sur 10 des mots que j'utilise et que vous utilisez couramment datent de la décennie 1360. Ça, peu de gens le savent, mais on doit beaucoup à cette période particulière du Moyen-Âge. En particulier, tous les termes grecs ont été conçus à cette époque-là. Dans sa traduction assortie d'un commentaire du traité dit des politiques d'Aristote, il nous dit tout simplement « Nul ne peut succéder qui a en soi vice en âme ou encore qui est répugnant à dignité royale », c'est-à-dire incompatible avec la dignité du roi.
Ce à quoi il ajoute un petit peu plus loin un principe qui est tiré de la Bible, hein, de l'Écriture. Un roi folle met son peuple à perdition. Donc effectivement, on ne peut pas confier le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas toute sa raison. Ça, c'est la théorie. Donc on le voit ici à l'œuvre avec Charles V précisément dans cet ensemble de vignettes. Il enseigne, il traduit, il dispense son savoir, il écrit pour les grands. Effectivement, la bibliothèque de Charles V se nourrit de toutes ces traductions, en particulier d'Aristote. Mais il y a aussi la pratique, et là c'est une autre affaire. La plupart du temps, quand un souverain vient à perdre la carte, comme on dit plus récemment, des suppléances sont assurées, mais il arrive quand même, et c'est un paradoxe pour nous, que la société politique se satisfasse de garder au pouvoir un monarque aliéné. Alors on peut se poser la question pourquoi, et surtout comment ça fonctionne. Je vais vous proposer un développement en 3 points sur la folie en général dans cette période, les types distingués, l'arrière-plan culturel, les différents regards qu'on pose sur ce phénomène. Puis, dans un deuxième temps, je vous parlerai des cas des princes fous et de l'usage qu'on fait de l'accusation de folie. C'est aussi une arme politique, une arme de propagande, à des fins de diffamation. Et enfin, je reviendrai sur l'exemple particulièrement marquant et dramatique de Charles VI, hein, le fou roi de France. Alors, tout d'abord, quelques mots sur les visages et le vocabulaire de la folie médiévale. On distingue plusieurs types de folie dans les textes en particulier. Il y a d'abord une sorte de folie théologique, si j'ose dire, qui se manifeste sous deux formes différentes, dans un discours chrétien et littéraire qui nous amène du tout premier père de l'Église au début de l'ère chrétienne jusqu'à Érasme environ, vers le XVIe siècle. C'est l'idée que les chrétiens eux-mêmes sont des fous, mais des fous très sages, des fous qui ont complètement provoqué la société romaine dans laquelle ils évoluaient, mais qui se sont avérés être effectivement détenteurs, à leurs yeux, d'une vérité supérieure. Donc l'apparence de la folie cachait une sagesse suprême, et donc on garde toujours cette idée à l'esprit que quelqu'un qui a l'air dérangé peut être en réalité quelqu'un qui a des choses à enseigner et qui peut aller plus loin que les conventions, la conformité. On garde des traces de ce type de raisonnement dans des récits. Je vous parlerai tout à l'heure de Charles VI. Il a été, à un moment, dans sa marche vers la Bretagne, arrêté par un personnage qui était un petit peu un marginal, comme ça, un vieillard, qui lui a dit « Ne continue pas, surtout, arrête-toi, tu es trahi, il ne faut pas poursuivre ton voyage ». Et celui qui raconte ça, Froissart, qui est un grand poète et chroniqueur de la fin du XIVe siècle, nous dit « Était-ce un fou, était-ce un sage? On ne l'a jamais su. A-t-on été sage de ne pas tenir compte des paroles d'un fou ?» Vous allez voir qu'effectivement, Charles VI aurait mieux fait de l'écouter d'une certaine façon, mais je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose, vous allez voir tout à l'heure. Mais ça, c'est le discours ambiant. Il y a, malgré tout, chez chacun d'entre les contemporains, le roi, le médecin, le juriste, l'homme de la rue, la conscience claire et précise de quelqu'un qui a perdu le sens et quelqu'un qui l'a gardé. Sur ce plan toujours théologique, on peut opposer à la folie inhérente au christianisme, finalement, la folie de l'incroyant, qui est pointée dans la Bible aussi, en latin à l'époque, « Dixit incipiens Deus non est », le fou, l'insensé, dit « Dieu n'existe pas ». Donc l'athée, pour quelqu'un du Moyen-Âge, c'est quelqu'un qui est fou. Et ici, dans cette représentation, vous avez une sorte d'opposition des deux folies, avec le fou et sa marotte et son habit multicolore, là, qui ne regarde pas Dieu, qui tourne le dos à Dieu, et Dieu qui regarde en fait le roi. Ici, c'est le roi David, l'auteur des psaumes, puisque cette citation que je viens de vous donner est dans le psaume 52, qu'on attribue à David. Donc lui, il regarde directement Dieu, et sa folie est une folie tournée vers Dieu, tandis que la folie des athées est encore plus folle. Ça, c'est une première acception. Il y a également, peut-être les connaissez-vous, et une autre façon de rapprocher les fous des rois, les fous de cour. Alors, la transition se ferait peut-être avec la représentation de ces fous athées dont je viens de vous parler, qui sont souvent présentés dans les enluminures comme détenant une marotte, c'est-à-dire un pseudo-sceptre,
et une boule qui peut être parfois un fromage, qui est en fait une sorte de parodie du globe qui est le symbole du pouvoir impérial. Donc déjà dans leur représentation, les athées, les fous athées, sont des pseudo-rois. Bon, évidemment, les fous du roi sont aussi des caricatures de rois, et ils sont choisis pour ça, pour rappeler fondamentalement aux princes leur humanité, tous les jours. Alors, vous allez peut-être être surpris, notamment en voyant ce visage ici peint par Jean Fouquet, pardon. C'est le bouffon des Estes de Ferrare, qui s'appelait Gonella, qui est mort qui a mal fini puisqu'il est mort de peur, puisque son prince a voulu simuler son exécution et il en est mort. Bon. La plupart des fous de cour au XIVe et XVe siècle sont en fait non pas des gens subtils qui disent des vérités, qui dispensent des vérités et qui multiplient les sarcasmes. Ce sont des petits humains de compagnie. Des gens qu'on va chercher dans les villages. Les sources françaises sont pointent particulièrement les régions de Champagne et de Bourbonnais, et qui sont connus pour être des innocents. Donc des idiots de village, comme on disait il y a quelques dizaines d'années. Et on les vait de manière à en faire des quasi-rois. Ils évoluent parmi l'hôtel du roi, de la reine, des princes. Donc on trouve ça aujourd'hui extrêmement méchant. Il s'agit de se moquer de quelqu'un qui est différent, qui est considéré comme, par son discours incohérent, quelque chose qui met en perspective l'humanité de tout le monde. On s'est rendu compte quand même que c'était peu compatible avec les valeurs chrétiennes sur le long terme. Et au XVIe siècle, on a un petit peu infléchi le destin de ces fous de cour qui sont devenus, là au contraire, des humoristes, des gens pleins d'esprit qu'on est allé chercher parmi ceux qui étaient à même de multiplier les traits d'esprit et de critiquer en toute liberté l'entourage du roi, voire les décisions du roi lui-même, avec une certaine marge d'appréciation quand même au XVIe et au XVIIe siècle. Les fous quotidiens, maintenant, il y a un troisième visage de la folie, c'est la folie de tous les jours, la folie de celui qui a perdu le sens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions qui sont développées et qui sont là aussi, disons, socialement marquées. Vous avez les juges pour qui, paradoxalement, les fous sont avant toute chose des gens à protéger. Il y a des droits des fous. On ne doit pas condamner quelqu'un qui agit sous l'emprise de la folie, même s'il a commis un crime. Il y a une législation qui reconnaît aussi la possibilité de crise, de rémission, etc. Donc, le droit sauvegarde, disons, les fous et leur existence en société. Deuxième réaction, c'est celle du médecin. Alors, les médecins, vous savez qu'ils vivent sur des représentations qui sont héritées de l'Antiquité, Aristote, Galien, qui sont celles de la théorie des humeurs. Ils sont habiles à décrire la folie et ses effets, mais évidemment beaucoup moins habiles à essayer de la soigner, de la traiter. Enfin, il y a les théologiens qui conçoivent la folie en termes de possession. C'est à cette image que je vous renvoie ici, c'est une image illustrant un passage de la Bible où le roi Saül, qui est connu pour être fou, roi des Hébreux, est soigné, calmé par la musique que joue David, le futur roi, son futur successeur. On voit qu'il y a un petit démon qui part de sa tête et qui, momentanément, tout au moins, s'en va. Donc, une sorte de thérapie musicale. Alors, pour les théologiens, la folie est souvent une affaire de possession démoniaque. C'était ce que je vous montrais aussi tout à l'heure dans la première image. On voyait Caligula qui était conseillé par un petit démon. Le problème, c'est effectivement quand un roi est fou, il n'est pas que fou, il est roi et fou, et donc il mérite malgré tout le respect. Et on va essayer de parler en d'autres termes que celui de possession, que ceux de possession. Il y a des précautions oratoires qu'on doit prendre quand le sujet qui est fou n'est pas un sujet, mais un souverain. Il y a différentes théories médicales ou différents mots qui sont utilisés par la théorie médicale, influencés donc par cette
conception des humeurs qui circulent dans le corps et qui se transforment les unes dans les autres, influencées par des éléments fondamentaux comme la terre, le feu, l'eau, etc. Et puis influencées par, disons, des caractéristiques fondamentales également, comme le feu, l'eau, le froid, le chaud, etc. Donc, dans cette conception-là, il y a deux humeurs surreprésentées qui peuvent causer la folie. D'une part, la frénésie qui résulterait d'un excès de bile jaune, hein, c'est ce qui représente l'élément du feu dans le corps. Donc, on bout de l'intérieur, hein, finalement, et donc on est hyperactif, on est difficile à contrôler. Et puis, il y a, disons, ce que nous, on appellerait la grosse dépression, ou qui serait, elle, causée par un excès de bile noire, dite mélancolie. Aujourd'hui, la mélancolie, c'est la tristesse, l'abattement profond. C'était déjà le cas au Moyen-Âge. Alors, quand on parle du roi, par exemple Charles VI, dont je vais vous parler plus avant dans quelques instants, les chroniqueurs sont soit cash, soit prudents. Alors, quelqu'un comme Froissart, qui n'est pas un sujet du roi de France, qui n'a rien à perdre, nous dit... il était possédé par une certaine fureur. On a envoyé son poids en cire à un établissement religieux qui soignait les gens atteints de furor, hein, en latin. Bon, il était frénétique. En revanche, évidemment, le moine de Saint-Denis, qui écrit l'histoire officielle, l'historiographe, lui, va simplement parler avec beaucoup de précaution, comme on le faisait il y a quelques années dans le cas de certains de nos présidents de la République, de la maladie du roi, avec beaucoup de pudeur et de circonlocution. Alors, qu'en est-il de ces princes fous dans la réalité? Alors, ils sont nombreux, enfin, il y en a quelques-uns quand même qui doivent être pointés. Alors, je vais vous donner le cas le plus simple, c'est peut-être celui d'un certain Guillaume III, qui est comte de Hainaut, mais il est également comte de Hollande, comte de Zélande, seigneur de Frise, donc à son échelle, c'est quelqu'un d'assez important. Et il déclare des signes de folie furieuse. Vers 1354, il tue un de ses partisans, Gérard de Watringue, à tel point qu'on est obligé, les sources l'attestent, de l'attacher physiquement, donc il est fou allié au sens strict du terme. On le met dans une tour au Quesnoy, dans le sud du département du Nord actuel, où il va rester pratiquement 31 ans. Donc c'est une longue période de régence qui s'amorce. Son frère est désigné par les États, c'est-à-dire les représentants, l'Assemblée des représentants du comté ou des différents comtés. Ce qui vous montre, entre parenthèses, que la dynastie ne fait pas tout, hein. Il y a une participation populaire, entre guillemets, à la désignation du pouvoir, à la réattribution du pouvoir. Et donc le frère, il est dans une position précaire puisqu'il est régent pendant 31 ans avant de devenir comte en titre. Et puis, il y a des cas un peu plus complexes où la folie est, disons, attestée a posteriori par les chroniqueurs, notamment, qui ont la réputation du roi précédent en ligne de mire, notamment quand il y a eu une usurpation, une déposition. Le cas le plus célèbre, c'est peut-être celui du roi de Castille, Pierre le Cruel, hein, Pierre Ier le Cruel, qui, de son vivant, se faisait appeler le Juste, mais qui a été révisé par la mémoire collective sous l'égide de Pedro López de Ayala, qui est son principal contempteur. Alors pour lui, il construit tout son récit en montrant qu'il était essentiellement affecté par deux passions, qui sont mauvaises, évidemment, parce qu'elles rompent l'équilibre naturel des choses. D'une part, l'argent, et d'autre part, la cruauté. Donc pour l'argent, il a créé des tas d'impôts, il s'est montré d'une créativité folle pour s'emparer de beaucoup d'argent. Il n'a jamais voulu payer ses alliés anglais qui seuls auraient pu sauver sa couronne quand elle était disputée. Et puis surtout, il a fait assassiner physiquement. Alors, dans la chronique, on relève pratiquement 60 assassinats ciblés, dont sa mère et sa femme. Il a été sourd à toutes les injonctions qu'on a pu lui faire, un berger prophète, un sage musulman qui lui ont dit arrête, arrête. Mais non, en fait, l'idée, c'est de construire une folie volontaire. Si on avait dit il est fou, ce serait le déresponsabiliser. Donc le chroniqueur dit il s'est construit sa folie personnellement à force de ses passions. Il était complètement hors de contrôle et il avait une propension, pardon, je vais y arriver, au châtiment et à l'absence de pardon total. Donc, c'est un trouble psychologique
est construit littérairement par le chroniqueur. Alors, je pense que vous voyez assez nettement ici Pierre le Cruel hein, sur cette image. Vous le voyez tous hein? Oui. Et vous voyez en quoi il est cruel? Bon, évidemment, vous vous trompez, puisque Pierre le Cruel, il est là. Il a été déposé par son frère, hein, qui a mis fin à sa cruauté par une autre cruauté. Et on dit qu'il l'aurait assassiné sous sa tente, Henri de Trastamare. On voit que c'est une affaire de discours aussi, la folie. Deux autres cas l'attestent. Celui de Jacques IV de Majorque. Alors j'ai mis 4 entre parenthèses parce qu'il n'a jamais vraiment succédé à son père, Jacques III, qui était roi des Baléares. Il a été déposé lui-même par son cousin, hein, le roi d'Aragon, Pierre IV, et il est resté 13 ans dans une cage de fer. Il n'en est sorti qu'en s'échappant. Au terme de son évasion, il s'est marié avec la reine de Naples, qui était une ennemie de Pierre d'Aragon. Tout cela est parfaitement logique. On a ensuite eu des échos, notamment du côté de la papauté, par des lettres écrites par le confesseur de la reine ou par la reine elle-même, d'une folie galopante, enfin progressant. Donc les lettres de la reine sont assez intéressantes parce qu'on dit, elle commence à dire, il est un peu violent, il a des crises de temps en temps, il se met en colère, il me bat, il me frappe, j'ose à peine le dire, mais c'est quelqu'un d'assez inquiétant. Puis au fur et à mesure, elle en rajoute, à chaque fois, elle dit, bon... quand c'est la pleine lune, il se met tout nu, il court dehors et il crie comme un loup. Et donc le pape se dit là, il y a quand même urgence. Et il envoie un légat. Et en fait, le légat constate qu'on a affaire à quelqu'un qui est tout à fait normal et qui réclame juste sa part du pouvoir. Donc Jeanne a consciemment fait croire qu'il était fou de manière à ce qu'il ne prenne pas le pas sur elle dans l'exercice du pouvoir sur le royaume de Naples. Elle s'était mariée 4 fois et à chaque fois, elle a eu des problèmes avec chacun de ses maris parce qu'elle voulait garder le pouvoir pour elle. Une fois que on se rend compte de la situation, Jacques IV part guerroyer de nouveau contre ses ennemis, notamment l'Aragon. Et là, tout va bien. Elle paye même sa rançon une fois qu'il est capturé par le roi de Castille. Donc on voit que sa folie n'était conditionnée que par le besoin qu'avait Jeanne d'exercer le pouvoir. Un autre personnage qui vous est peut-être plus familier, c'est Jeanne dite la Folle, qui est la femme de Philippe le Beau, qui était l'héritière de Castille et d'Aragon, la fille des rois catholiques, et qui a été jugée comme folle, notamment par son père et par son mari, de manière à l'écarter du pouvoir. Elle était peut-être un peu jalouse, parfois un peu mélancolique. Elle alternait les phases, disons, d'excitation et de profond abattement, mais on en a fait une folle de manière à pouvoir garder le pouvoir entre les hommes, en Castille avec son père et dans les Pays-Bas avec son mari. Alors j'en viens à la troisième et dernière partie, l'exemple extrême, durable et pathétique de Charles VI le Fol. Il y a d'autres exemples, en particulier son petit-fils Henri VI, roi d'Angleterre, aurait lui aussi été intéressant à développer parce que sous lui aussi, il y a eu une guerre civile très sévère qui a été permise par cette folie qui est évidemment génératrice de conflits. Mais en ce qui concerne Charles VI, je vais d'abord étudier la survenue de cette folie. Dans la forêt du Mans, il est dans une expédition pour aller punir quelqu'un qui a assassiné son connétable. Imaginez que Sébastien le Cornu était assassiné. Il envoie en Bretagne son armée. Et puis, il fait chaud, c'est une belle journée d'été. Quelqu'un arrive, le vieillard dont je vous parlais tout à l'heure, et qui lui dit « N'avance plus, ne chevauche plus, tu es trahi ». Bon, ça l'ébranle un petit peu. Le gars est repoussé par les gardes, mais pendant une demi-heure, il continue à crier de loin. Bon. Et à la sortie de la forêt, tout le monde est un peu ensommeillé, et un garde fait tomber sa lance sur le casque d'un autre. Et alors là, ça réveille tout le monde, y compris le roi, qui pense qu'il est trahi, effectivement, et qui pète complètement les plombs à ce moment-là. Il tue 4 personnes autour de lui. On peine à le maîtriser, on le fait tomber de cheval. Là, il tombe dans le coma. Et c'est le début de crises comme ça qui vont alterner entre lucidité et perte du contrôle. Alors, les symptômes sont nombreux et connaissent une certaine évolution. Dès 1393,
donc c'est l'année d'après cette crise du Mans, on voit qu'il a oublié son nom, qu'il ne reconnaît plus ses enfants, qui s'enfuit de terreur devant sa femme, Isabeau de Bavière. Bon, en revanche, il reconnaît parfaitement son frère, il sait quels compagnons autour de lui sont morts, etc., etc. Donc, il alterne des périodes où il est à peu près lucide et des périodes où il se met à errer, à crier comme un loup, à refuser de prendre un bain. Il croit aussi à certains moments qu'il est en verre et il ne veut absolument pas qu'on le touche parce qu'il a peur d'être cassé. À d'autres moments, il met les docteurs en panique, j'ai oublié, parce qu'il se prend pour un certain Georges. Georges qui se trouve être le patron de la chevalerie et le patron de l'Angleterre. On est en pleine guerre de 100 ans, donc il y a peut-être une sorte de réminiscence de sa part, de volonté de conciliation avec l'ennemi héréditaire. Alors les médecins sont un petit peu perdus, ils se relaient autour de lui et tout a été tenté, en particulier la trépanation. On s'est dit, bon, il y a les vapeurs là, de ce bouillonnement intérieur dont je vous parlais tout à l'heure qui doivent lui embuer la tête. Et donc on est allé chercher là aussi dans le Bourbonnais un médecin qui lui a fait un trou dans le crâne. Ça a parfaitement bien marché, sauf que bon, il n'a pas été guéri pour autant, mais en tout cas, il a fait ça proprement. Donc on tente tout, et au bout d'un certain moment, les médecins se déclarent incapables de résoudre le cas, et donc on en appelle, à des thérapies de choc avec notamment des sorciers. C'est la famille qui prend sur elle de recourir à des formules un peu originales. Bon, il n'y a pas d'illustration médiévale de ce phénomène, parce que ce n'est pas très, très correct, mais j'ai trouvé un tableau romantique parfaitement évocateur, hein, devant un hôtel, deux pseudo-franciscains qui font des incantations et des fumigations. Le pauvre roi est juste accompagné par sa maîtresse officielle, Odette de Chandivert, qui reste la seule à lui témoigner un petit peu d'humanité dans ces circonstances difficiles. Bon, là, évidemment, ça ne marche pas non plus. Et à l'issue de ça, les théologiens remportent leur match contre les sorciers et ils sont tous brûlés. Et c'est le moment où on considère que la sorcellerie n'est jamais efficace et toujours démoniaque. Et c'est le début de la chasse aux sorcières à proprement parler. Alors voilà, bon, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc il se prenait pour un certain Georges, Georges étant le patron de la chevalerie et de l'Angleterre. Donc on a tout tenté, on a essayé de le calmer aussi, et la seule thérapie véritablement efficace, c'était de le confier effectivement à Odette de Chandivert. Il était très violent envers sa femme, mais sa maîtresse, qui était une jeune noble de Bourgogne, jouait aux cartes avec lui et arrivait à peu près à le maintenir dans un état de tranquillité relative. Alors, il y a eu 3 phases, hein. D'abord, il est réassocié au pouvoir de temps en temps quand il revient à lui. Et donc, ça doit être quand même un gros effort de reprise, de retour sur soi. Hein, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, les Bourguignons ont pris ça. Ah, il y a eu un assassinat. Ah, mon frère n'est plus au pouvoir, etc. Bon. Et puis, ensuite, il devient petit à petit... la frontière entre période de lucidité et période de folie devient... de plus en plus flou, et dans les 5 ou 6 dernières années de sa vie, tout en ayant sa force physique intacte, il fait de l'arc chez lui, etc. Il n'a plus du tout de capacité mentale et il est hors de contrôle, là aussi. Ce qui a supposé, évidemment, un système de régence, d'abord assuré collectivement par ses oncles, puis par son frère, puis par tous ceux qui se sont emparés du conseil de manière plus ou moins violente pendant la guerre dite des Armagnacs et des Bourguignons. Conclusion donc, malgré les prescriptions plus ou moins formelles des théoriciens du politique, aucun dispositif vraiment pérenne ne permet d'exclure du trône les désaxés, comme aucun dispositif n'existe pour exclure les gens qui sont physiquement incapables, décrépits ou infirmes. On note quand même qu'il est plus facile de critiquer, voire de déposer un prince consort, un prince héritier
ou, disons, un prince territorial qu'un monarque, oint du seigneur, sacré et intouchable, qui représente pour son peuple un totem. Quand Charles VI, à un moment, on s'en empare de peur que la ville de Paris ne soit saisie par les Bourguignons qui descendent en force, les Parisiens envoient une délégation à Tours pour dire « Ramenez-nous notre roi, nous y tenons, c'est lui qui va nous protéger de toutes les calamités de la terre », alors qu'effectivement, il a plus toute sa tête. En reconnaissant des pouvoirs grandissants à un monarque qui se voudrait intouchable, la communauté exige en retour un droit de regard sur son corps. Et je terminerai en vous disant, et nos sociétés, les sociétés ultérieures, bon, il y a deux cas de figure. Dans les sociétés qui ont évolué vers la démocratie, le phénomène devient anecdotique. C'est le cas de George III en Angleterre, à la transition entre 18e et 19e siècle, qui est exclu du pouvoir en 1810. Et puis, c'est le cas, peut-être vous connaissez aussi, il y a eu un film récemment qui était assez drôle, du président Deschanel, qui était assez facétieux, assez surmené, qui en est venu à tomber d'un train en se rendant à une inauguration et qui a été amené à démissionner assez tôt. En revanche, on peut invoquer également la folie des dictateurs paranoïaques. Alors, je ne donnerai pas de nom, mais vous en avez sans doute quelques-uns en tête. On peut penser à Staline, par exemple, dans un passé assez lointain. Et puis, penser aussi à l'accusation de folie qu'on a vue opérante au Moyen-Âge, mais qui a bien existé aussi dans ces dictatures récentes et qui permettait d'écarter des dissidents à moindre frais. Accuser quelqu'un d'être un fou parce qu'il est créatif, parce qu'il est contestataire, c'est un ressort normal de la vie politique dans certains espaces. Je vous remercie. Vous avez des questions? Attention. Il n'a pas survécu. Bonjour à tous. Je ne sais pas qui a eu l'idée folle de nous parler de folie à nous, dirigeants. Ça voudrait dire qu'il faut être fou pour diriger une boîte, ou ça veut dire qu'il y a un lien entre la folie et la créativité et que quelque part on a besoin de dirigeants peut-être un peu dérangés pour aller justement explorer des terrains que les autres n'explorent pas? Je pense qu'il y a ces deux aspects que j'ai essayé de démontrer, qui sont encore déclinables aujourd'hui, et peut-être dans votre position. Il y a le risque, effectivement, du pouvoir qui monte à la tête, de la solitude du pouvoir, et puis de l'hubris, de la tyrannie, comme on disait à cette époque-là, qui doit exister aussi chez certains individus contemporains. Et puis, il y a l'idée, effectivement, que la créativité est souvent perçue comme une forme de folie, et qu'elle menace l'ordre ambiant, et qu'elle peut être invoquée pour écarter quelqu'un parce que voilà, il est trop hors norme. Alors c'est ça la question, c'est l'attente des clients, l'attente des collaborateurs, etc. par rapport à certaines normes qui sont tacites, mais qui sont fréquemment invoquées. Alors dans le cas du Moyen-Âge, on voit bien que quelqu'un qui peut être légèrement, disons, surexcité et peut être taxé de folie et écarté du pouvoir pour cela. Alors, moi, je vais un peu plus loin que monsieur, en fait. C'est-à-dire, je pense qu'un certain nombre d'entre nous sont des monarques fous, naturellement. Et Melchion ne nous aide pas là-dessus, puisque le fait de détenir son capital est une manière de conserver sa position, ou de s'assurer de conserver sa position. C'est sur la question des garde-fous, justement. À vous entendre, la société moyenâgeuse n'en avait pas trouvé, sauf à prendre, si je vous ai bien écouté, une maîtresse et à jouer aux cartes de temps en temps avec elle. Mais y a-t-il d'autres alternatives ou garde-fous proposés par les sociétés moyenâgeuses? Garde-fou, je vous ai dit, on met en place des systèmes de régence qui impliquent les proches du roi. On passe à des gouvernements collectifs. Alors, de la même façon que pour les régences qui concernent des enfants, etc., paradoxalement, c'est des époques de relative stabilité politique parce que tout le monde est content, puisque tout le monde est associé au pouvoir. Donc à partir du moment où on a trouvé une répartition à peu près correcte du pouvoir dans le conseil,
Généralement, c'est des périodes qui plaisent à l'aristocratie en particulier, parce que c'est elle qui a cette monarchie tempérée dont elle rêve depuis le début. Donc, ça n'empêche pas qu'il y a un respect, hein, comme je vous ai dit, pour la personne du roi, et que quand on se rend compte qu'il est conscient, on le réassocie au pouvoir, on le remet complètement à la page, on lui explique tout ce qui s'est passé, et on le révère, on l'accompagne dans ses pèlerinages à Notre-Dame, etc. Bon. Donc, il y a des systèmes de gouvernement provisoire, si vous voulez, contestablement, qui existent, qui passent soit par l'accord entre les grands, soit par l'approbation de la base, que les étudiants appelleraient maladroitement le peuple, mais qui en réalité les élites urbaines notamment, sous la forme de ces États généraux. Vous connaissez sans doute les origines de la Révolution française, ça existe un peu partout. Donc il y a une consultation pour savoir qui la société veut se donner comme dirigeant temporaire. Bon, c'est ça les solutions de rechange, avec l'idée qu'on ne porte pas la main, malgré tout, normalement, sur le roi fou. On doit le respecter. Bon, en Angleterre, ils ne le font pas, mais ils ne respectent pas les rois pas fous non plus. Donc ça, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Mais il est bien soigné. On veille simplement, bon, dans le cas du pseudo Jacques IV de Majorque, là, on veille simplement à éviter les gros incidents. Et donc, pour accréditer la thèse qu'il est fou, on supprime tous les instruments contondants à sa portée. On ne lui donne pas de vin. On ne lui donne pas de produits qui sont susceptibles d'échauffer ses humeurs, hein, comme on dit à cette époque-là. Donc il y a aussi un régime, une sorte de précaution diététique vis-à-vis des gens qu'on considère comme dangereux physiquement. Ouais, merci. Ouais. Mais des assiettes, si possible, pas violentes aussi. Hein. Bonjour. Ouais, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure d'idiots du village. Est-ce que des rois avaient ce type de profil, peut-être pas agressif, mais justement qu'on aurait appelé simple à l'époque? Et comment c'était géré? Alors, en fait, c'est difficile de parler de la personnalité des rois médiévaux. Même de ce Moyen-Âge tardif, là, il y a certains rois qui sont médiatisés par tout un tas d'écrits ou tout un tas de serviteurs qui sont des officiers, comme on dit à l'époque, des gens du gouvernement, qui agissent à leur place, de telle sorte qu'on ne sait pas si le roi est juste un symbole. Et donc, son intelligence propre compte pour zéro. Enfin, à partir du moment où il se tient bien en public, voilà, ça pourrait être juste l'incarnation de l'État, tout en étant lui-même pas un acteur. Alors, ça arrive. Bon, il y a des personnalités dont on ne sait pas à quel point elles étaient géniales ou stupides. Philippe III, même Philippe le Bel, on se demande dans une certaine mesure, parce qu'il était comparé à une statue. Les gens disaient c'est une statue, il bouge pas, il dit rien. Bon, en général, on a tendance à le considérer comme un mastermind, quelqu'un qui, au contraire, avait une idée de l'État assez élevée et qui a fait progresser les structures étatiques. Mais pourquoi pas, on peut, par provocation, dire que c'était peut-être un idiot absolu qui faisait illusion. Beaucoup plus tard, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, il y a eu sur le trône d'Espagne Charles II, qui était lui notoirement débile, physiquement, moralement, tout ce que vous voulez, qui bavait en pleine séance, etc. Et il est resté, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, très longtemps au pouvoir. Et c'est lui qui a transmis après au petit-fils de Louis XIV le trône, créant la branche des Bourbons d'Espagne. Il y a aussi des guerres en Europe. Bon, lui, voilà, il est resté quand même au pouvoir pendant très longtemps, enfin au pouvoir, en tout cas, comme symbole du pouvoir pendant très longtemps. Donc, le système peut se satisfaire d'un représentant indigne.